Bourahima Ali Hussein, il est le président de la CPME, la Confédération des petites et moyennes entreprises de Mayotte. Bonjour. Bonjour. Des chefs d'entreprise devant le tribunal pour escroquerie et établissement de fausses déclarations après avoir perçu les fonds de solidarité durant la période Covid. C'est ce qu'on a assisté il y a quelques jours et c'est toujours en cours puisque d'autres vont devoir également passer devant la justice. Alors ce sont des chauffeurs de taxi, des commerçants ou autres artisans. Près de 350 dossiers soupçonnés d'escroquerie. Comment réagit la CPME avec cette situation ? Cette situation, on s'en doutait qu'elle allait arriver. Maintenant, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Il y a des gens qui se sont trompés. Il y a eu certainement des erreurs pour certains. Et pour une petite minorité, l'intention de frauder. Ça, on le savait que ça allait être comme ça parce que les conditions d'obtention de l'aide étaient pratiquement sous déclaration sur l'honneur, attestation sur l'honneur, et vous validez, on vous donnait l'argent. Pendant que cette aide était en cours, on avait signalé que des associations s'étaient montées, des personnes malveillantes inciter certains artisans ou petits commerçants à aller dans ce sens. Les gens ne comprenaient pas trop, puisqu'ils savent ni lire ni écrire. On leur demandait les documents, même quand ils ne remplissaient pas les conditions pour obtenir l'aide. La personne faisait en sorte de leur faire gagner cette aide. On l'avait signalé à plusieurs reprises. Cela n'a pas été pris en compte ou pendant la crise, ça ne pouvait pas être pris en compte puisque la machine était programmée à donner l'aide sans aucun contrôle. Aujourd'hui, les personnes qui sont poursuivies, nous, concrètement, on trouve ça scandaleux. On est sur un territoire pauvre. On se félicite en disant que les femmes créent des entreprises ici. On a des chefs d'entreprise pauvres. On a perdu 2000 emplois l'année dernière. Cette année, ça va être certainement le double d'entreprises qui vont disparaître. Ça, c'est une réalité. On a en face des gens qui ne remplissent peut-être pas toutes les conditions pour être chef d'entreprise, mais ils ont quand même le mérite de subvenir à leurs besoins personnels, parce que jusqu'à présent, on parle que d'entreprises dirigées par une personne. C'est des gens qui n'ont pas de salariés. Ils travaillent pour elles-mêmes. C'est ceux-là qu'on est en train de faire fermer, faire enclencher des saisies sur des biens immobiliers. Donc, on est en train de provoquer des faillites personnelles. Ça, c'est ce qu'on avait déjà signalé auparavant. Que faudrait-il faire alors ? Aujourd'hui, pour éviter les faillites, il faut traiter les dossiers au cas par cas. Quand on a des éléments prouvant que cette personne a réellement triché, a réellement voulu voler l'État, là c'est autre chose. Maintenant, les personnes qui savent ni lire ni écrire, qui essayent de s'en sortir comme ils peuvent, parce qu'ici il n'y a pas de minima sociaux, il n'y a pas de RSA, il n'y a pas d'allocation familiale digne de son nom, les gens, il faut bien qu'ils essayent de s'en sortir. Cela, il faut augmenter le délai de remboursement. Ce qu'on demande, c'est effectivement s'il y a erreur, s'il y a des sommes qui ont été perçues indûment, il faut organiser un échéancier allant sur 2 ans, voire 3 ans pour certaines personnes, leur permettre de rembourser, parce que les gens ne refusent pas de rembourser, mais dire aux gens que vous avez 3 mois pour rembourser 10 000 euros alors qu'ils gagnent 500 euros par mois, c'est tout simplement scandaleux, c'est inhumain. Donc oui, c'est exactement ce que propose le parquet, hein, la composition pénale, c'est-à-dire que les mises en cause devraient régler ça dans un délai de 3 mois et les sanctions seront limitées à une amende. Vous dites que ça ne répond pas aux attentes de ces personnes-là, en tout cas dans le contexte. Ça ne répond pas aux attentes de ces personnes parce que le parquet devrait prendre le temps d'analyser la situation de ces familles mahoraises qui essayent de s'en sortir comme elles peuvent, parce qu'on voit le parquet s'intéresser aux situations des jeunes délinquants, disant qu'ils n'ont pas de parents, qu'ils n'ont pas de ceci, qu'ils n'ont pas de cela, et ils les mettent dans des associations qui en font ensuite des cambrioleurs et des violeurs en puissance. Vous allez un peu trop loin non, là. Mais c'est
quand, en tant que chef d'entreprise, en tant que Maoré, je ne comprends pas. Et en face, c'est des personnes. Ce ne sont pas des machines, ce ne sont pas des mathématiques, c'est des personnes, c'est des humains qu'on est en train d'essayer de tuer à petit feu. Je comprends que s'il y a de l'argent qui a été perçu indûment, il faut le rembourser. Maintenant, il faut créer les conditions pour que ces personnes puissent le rembourser. Alors, vous avez tout à l'heure fait une remarque que j'ai du mal à saisir. Vous dites que c'était facile d'avoir accès à cet argent pour l'aide Covid, alors qu'on a vécu des périodes beaucoup plus difficiles, beaucoup plus dures avec les grèves de 40 jours en 2011 et en 2018. C'était très compliqué pour constituer un dossier, pour avoir une aide. Comment se fait-il que là, c'était très ouvert, très facile d'accès? Vous dites qu'on ne demandait quasiment pas de documents très compliqués à voir, juste une déclaration sur l'honneur. Oui, parce qu'il fallait aller dans son espace impôt, un espace personnel. Et ensuite, il y avait un lien qui orientait vers la plateforme de demande d'aide au Covid. Vous alliez sur cette plateforme, on vous demandait des informations. Et à l'issue de ces informations, en fonction de ce que vous alliez déclarer, vous pouviez toucher un certain montant, un montant qui pouvait aller jusqu'à 10 000 euros en fonction de votre activité. Et à la fin de ce formulaire, il fallait cocher que vous attestez sur l'honneur que les informations que vous avez saisies sont réelles, que vous ne trichez pas. Et c'est là où certaines personnes qui ont saisi les informations pour d'autres moyennant finance, parce que quand vous touchez 3 000 euros, la personne qui vous dit « je fais la demande pour vous, vous me payez 10% de la somme », il y en a qui ont profité pour, voilà, et pour gagner de l'argent. Donc ça, c'était automatique, puisque tous les fonctionnaires étaient en télétravail. Donc on ne pouvait pas contrôler les pièces. Et même s'il fallait saisir les pièces, les personnes qui ont demandé cette aide ne pouvaient pas scanner les pièces, pièce par pièce, etc. et les envoyer. Ça aurait alourdi le traitement et saturé la plateforme. Alors, 6 000 entreprises ont bénéficié de ces aides. 350 sont soupçonnées d'escroquerie. Et là, vous dites finalement, oui, il y a eu des dossiers peut-être qui posent interrogation, mais à l'intérieur de ces dossiers, tout n'est pas non plus dans cette idée de vouloir frauder. C'est ça? Tout à fait. Et aujourd'hui, on ne parle pas uniquement de 350. Ça, c'est la première vague. Il y a d'autres vagues qui vont arriver, et on sera peut-être plus dans les 2 à 3 000 entreprises qui vont être mises en difficulté. Moi, je vais vous donner un exemple. L'exemple d'une entreprise qui avait droit aux aides Covid. Pendant la période, l'entreprise n'a pas fait la demande. C'est un artisan, c'est un tout petit artisan avec un salarié. En fait, pendant la période où elle avait le droit, elle n'a pas fait parce qu'elle ne savait pas. Et quand la période est passée, quand elle a su, elle a demandé. Sauf que sa période à elle, par rapport à son numéro d'APE, son code APE, chaque entreprise avait... exemple, l'hôtellerie et la restauration, c'était beaucoup plus... l'indemnisation était beaucoup plus... large en temps. Et cette entreprise-là a eu 2 mois d'aide. Et au final, les services des impôts lui écrivent pour lui dire « Ok, vous avez eu l'aide en cette période alors que vous n'aviez pas le droit. » Et là, le chef d'entreprise dit « Mais moi, je ne savais pas. Quand j'ai appris, je suis rentré sur la plateforme et l'aide est tombée. » Ça, c'est une personne concrètement qui s'est trompée. Parce que son code APE ne devait pas lui permettre d'avoir l'aide. Mais elle l'a eu quand même. Là, c'est de sa faute. C'est la faute de l'administration. C'est de la mauvaise foi. C'est quoi? Les délais étaient dépassés. Pourquoi ils n'ont pas fermé? Son code APE ne le pouvait plus. Pourquoi ils ne l'ont pas bloqué?
moi, dans certaines de mes activités, mon code APE ne passait pas et j'étais pas éligible. Donc, comme quoi, on pouvait fermer certains codes APE. Et cette entreprise, on lui dit, vous devez rembourser 15 000 euros dans les 3 mois, sinon on vient saisir vos biens. Mais il faut regarder les cas au cas par cas. Il ne faut pas s'exciter et se lancer dans tous les sens, parce qu'ici, on est sur le territoire le plus pauvre de France. Alors, sur ce territoire également, les entreprises en ce moment sont victimes, en tout cas pour certaines, de la problématique de la pénurie en eau. La situation cette année serait plus grave que les années précédentes. Des mesures donc de restriction ont été imposées dans certaines localités, ou plutôt dans l'ensemble des communes de Mayotte. Comment sont impactées les activités des entreprises qui utilisent beaucoup d'eau dans le cadre de leur activité, justement? Aujourd'hui, les entreprises sont en souffrance. Encore une fois, ça fait partie des choses qui vont faire que beaucoup d'entreprises vont mettre la clé sous la porte. Quand vous êtes artisan dans le BTP, vous avez besoin d'eau pour faire votre béton. Quand vous êtes caroleur, vous avez besoin d'eau. Quand vous êtes restaurateur, vous avez besoin d'eau. Aujourd'hui, on coupe l'eau et on ne cherche pas à savoir si c'est une entreprise ou pas. On coupe l'eau parce qu'il n'y en a pas, suffisamment en tout cas. Et on essaye en face, les autorités ne prennent pas leurs responsabilités. Il n'y a pas de dérogation. Vous souhaiterez qu'il y ait une dérogation pour certaines activités à un certain moment? Est-ce que les entreprises ont demandé à ce que l'eau soit coupée? Est-ce que les entreprises payent leurs factures? Est-ce que les entreprises déclarent leurs salariés? Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que, je vais vous donner l'exemple de l'usine de dessalement de Petite-Terre. L'usine produisait 1000 mètres cubes d'eau par jour. Il y a eu 8 700 000 euros qui ont été injectés pour qu'elle produise 4 700 mètres cubes par jour. Aujourd'hui, elle produit 1300 mètres cubes. Donc, il y a eu 300 mètres cubes de plus pour 8 700 000 euros. Je ne vois pas le procureur sauter au plafond et assigner cette entreprise en justice. Je ne vois pas les ingénieurs de l'État qui ont, eux tous, l'ingénierie, être scandalisés. Aujourd'hui, la seule chose qu'on nous dit, c'est qu'ils vont rajouter 4 millions d'euros, c'est ce qu'ils ont fait, pour que cette usine passe de 8 700 000 euros d'investissement à plus de 12 ou 13 millions. On est en train d'assister à un scandale. Comment ça se fait qu'une entreprise qui devait produire de l'eau pour la population de Mayotte a pris les 8 700 000 euros pour 300 mètres cubes d'eau? Alors, on revient sur la situation. Et c'est aux entreprises, aux petites entreprises, aux petites familles qui essaient de s'en sortir comme elles peuvent. En moins d'un an, 300 dossiers d'assignation en justice en moins d'un an. Mais je me demande, mais c'est qui ils sortaient où les juges et les magistrats pour traiter ces dossiers pour qu'ils aillent aussi vite? Parce que moi, j'en ai un autre, l'ancien président du CIDEVAM. On a eu le parquet financier qui est venu sur ce territoire et rien ne se passe. Quand il s'agit du petit Maoré, du petit chef d'entreprise, on est en train de l'asphyxier, de le tuer, de l'assassiner vivant. C'est un scandale. C'est un scandale. Alors justement, est-ce que l'utilisation de l'eau qui risque d'être encore plus compliquée dans les prochains jours, puisqu'il y a de moins en moins d'eau, et quand vous parlez d'entreprises de BTP, il y a de plus en plus de chantiers. En tout cas, c'est ce qu'on voit, nous, de visu. Est-ce que il ne risque pas d'avoir un souci là dans les jours à venir par rapport à cette situation? Aujourd'hui, les chantiers sont déjà mis à mal. Il y a des chantiers qui sont à l'arrêt, il y a des chantiers qui sont au ralenti. Ça, ce n'est pas prévu dans les marchés publics. Il n'est nullement écrit que l'eau doit être coupée, que les entreprises doivent se débrouiller pour trouver de l'eau. Aujourd'hui, on demande un accompagnement. Il faut que
les cahiers des charges des marchés, il faut que les tarifs, il faut que tout soit revu, il faut que les délais soient revus, parce que on nous ampute une jambe et on nous demande d'aller faire de l'athlétisme, mais c'est pas possible. On n'a jamais demandé à arriver à cette situation. Quand on a des gens qui ne font pas le travail correctement, il faut les remplacer ou les accompagner à pouvoir le faire. Mais cette histoire de manque d'eau date depuis 2017. 2023, on est dans la même situation, voire même pire, parce que la population a augmenté, les tuyaux sont dans le même état que 2017, mais on a beaucoup plus de gens qui veulent boire de l'eau sur le territoire. Merci beaucoup à vous, donc, Bourahima Ali Husseini, d'avoir été l'invité de Zakuli. Je rappelle que vous êtes le président de la CPME.